Pierre-Yves Bournadel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes conseiller de Paris, député Agir de la capitale, porte-parole du groupe Agir les Constructifs à l'Assemblée nationale. Alors on va évidemment commencer par la menace du terrorisme islamiste qui s'est rappelée douloureusement à notre souvenir mardi soir avec l'attaque du marché de Noël de Strasbourg. 3 morts, 5 blessés graves, 8 blessés légers. Vous êtes élu de Paris. Paris aussi a payé un tribut plus que lourd au terrorisme depuis janvier 2015, 150 morts, plus de 350 blessés. Ça veut dire que le risque zéro, évidemment, n'existe pas et quelles leçons ont été tirées des attentats précédents? Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, mais il faut tendre vers le risque zéro et il faut essayer de prendre les dispositions nécessaires. Nous sommes touchés, nous avons été touchés, la France, nous sommes une cible parce que nous représentons la patrie des droits de l'homme, nous défendons des valeurs universelles, mais nous ne sommes pas les seuls malheureusement à être touchés, ni en Occident, ni au Proche et au Moyen-Orient, car il faut bien dire que cette guerre des islamistes radicaux est totale. D'abord contre les musulmans là où ils se trouvent, contre les intérêts occidentaux, contre les juifs, contre ceux qui ne sont pas en fait des islamistes radicaux. Et c'est un long combat, c'est un combat qu'il faut mener pour éradiquer les filières, et je pense que c'est la coopération internationale, c'est le renforcement de notre renseignement, à la fois intérieur et extérieur, qui va peser et compter beaucoup. Et puis il faut évidemment aussi être en capacité d'éradiquer à la racine cette montée de l'islamisation radicale, et je pense que ça passe par l'école et par la culture, parce qu'il y a le court terme et puis il y a le long terme. Quand on voit aujourd'hui une jeune génération qui peut être touchée par l'islamisme radical, eh bien il faut se dire qu'il y a aussi un problème culturel et que ce problème culturel, il faut le résoudre. Et l'école, est-ce que vous avez le sentiment que Jean-Michel Blanquer a pris, disons, la mesure de ce problème? Je crois que le ministre de l'Éducation nationale est bien au fait de tous ces problèmes-là et qui s'attelle par la réforme, notamment de l'acquisition des fondamentaux. On est loin de la lutte immédiate contre le terrorisme. On y arrive à la lutte immédiate. Voilà, on est sur le fond, c'est-à-dire comment on permet aux enfants de France, à tous ces enfants qui sont dans nos écoles et qui peuvent être tentés par une dérive radicale, de rester dans le giron républicain. Eh bien, c'est la transmission des valeurs républicaines, c'est la transmission des savoirs fondamentaux. L'école, c'est le lieu aussi de l'ascenseur social. Et malheureusement, ces 30 dernières années, ce n'est plus le lieu de l'ascenseur social. Et donc, il y a un combat de long terme. Mais immédiatement, il faut agir, évidemment. Et alors, justement, donc l'homme soupçonné de cette attaque, il est toujours en fuite. C'est un Français, il s'appelle Cherif Chekhat et il était fiché S. Donc, depuis que ces informations sur son profil ont été livrées, on voit évidemment se multiplier les propositions. Donc, Laurent Wauquiez propose notamment la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux, mais il n'est pas le seul à souhaiter une évolution de la législation. On regarde. Le simple fait d'avoir un contact, quel qu'il soit, avec des organisations terroristes doit vous faire traduire devant la cour d'assises pour intelligence avec l'ennemi. Je crois que les Français ne comprennent pas qu'il n'y ait pas cette peine d'intelligence avec l'ennemi, parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique. Parce que dans les fichiers S, il y a des étrangers et des Français. Là, il est français. Si déjà on expulsait les étrangers, on ne les conservait pas sur le territoire. Il faut effectivement expulser les fichiers S radicalisés étrangers parce qu'ils sont dangereux et nous avons une procédure, alors là pour le coup dans la loi française, qui permet l'expulsion. Alors le montage est absolument implacable. Marine Le Pen, Valérie Pécresse sur la même longueur d'onde, en tout cas sur ce sujet. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, moi ce que je note, c'est qu'il faut arriver à déconstruire le terrorisme et que c'est un long et difficile combat et que bien sûr la législation française, on peut toujours l'aménager. Bien sûr qu'il faut condamner celles et ceux qui peuvent justement vouloir l'intelligence avec l'ennemi. Et pour vous, c'est une surenchère sécuritaire ? Non, mais je ne suis pas pour ou contre la surenchère sécuritaire, je suis pour la sécurité. Voilà. Oui. Je suis pour l'ordre public, je suis pour la lutte contre un terrorisme, une lutte efficace. Et je sais qu'il y a 2 piliers essentiels. C'est les services de renseignement. Il y a eu des failles dans le passé parce qu'on a désorganisé les services de renseignement. Ils ont été réorganisés. Il faut continuer à leur donner les moyens sur le plan intérieur pour avoir le maximum d'informations, mais aussi de la coopération à l'échelle européenne, mais à l'échelle internationale. C'est très important. Et là, on a beaucoup de travail à faire dans les mois et les années qui viennent. Et deuxièmement, c'est de manière générale renforcer la politique européenne, notamment la politique de Frontex, pour protéger nos frontières, parce que là, ce sont des réponses durables. Donc, il ne faut pas avoir peur de modifier des législations, il ne faut pas avoir peur d'avancer de nouvelles idées, mais il faut toujours faire attention aussi
aussi à préserver un certain nombre de respect de nos principes fondamentaux. J'ai entendu des propositions, c'est pas ce qui a été dit là, mais par d'autres responsables politiques qui font de la surenchère de manière générale, mais ce ne sont pas des solutions derrière qu'il y a, ce sont des discours idéologiques. Et moi je suis attaché à ce qu'on dise la vérité, qu'on prenne toutes les mesures, mais dans les mesures dans le cadre de l'état de droit. Alors à son arrivée place Beauvau, Christophe Castaner, donc le ministre de l'Intérieur, il a pris une circulaire datée du 13 novembre afin de permettre aux maires d'avoir accès à la liste des personnes fichées pour radicalisation islamiste. Alors visiblement, Christian Estrosi, donc le maire Les Républicains de Nice, a eu un peu de mal à l'obtenir. C'est ce qu'il a affirmé hier lors d'un point presse. Est-ce que vous considérez que c'est important que les maires soient informés? C'était une de nos demandes. Je crois que c'est important parce que les maires sont en première ligne. Ils recrutent du personnel dans des établissements notamment scolaires. Et il est important de protéger notamment les jeunes générations qui ont été victimes parfois en première ligne de terroristes. Et donc il est normal que les maires puissent être informés pour lutter contre la radicalisation d'un certain nombre de personnels, par exemple, de leur administration. Alors concernant la sécurité à Paris, donc on rappelle que vous êtes élu au Conseil de Paris, Frédéric Pechnard, le vice-président chargé de la sécurité à la région Île-de-France, donc qui est ex-directeur de la police nationale sous Nicolas Sarkozy, il a déclaré dans le journal du dimanche « Les forces de l'ordre nationales doivent se recentrer sur la lutte antiterroriste et le grand banditisme. Une vraie police municipale armée de revolvers est indispensable. Il faut changer la loi. » Oui, et il a raison, Frédéric Pechnard. J'ai été un des premiers en 2013 à proposer la création d'une police municipale à pied à vélo à Paris qui soit en charge de la lutte contre les incivilités et la petite délinquance. Elle n'existe pas aujourd'hui à Paris alors qu'elle existe dans les grandes métropoles françaises et européennes. Elle sera un outil de proximité complémentaire du travail de la police nationale qui doit effectivement se concentrer sur ses vraies missions régaliennes, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la grande criminalité. Aujourd'hui, on lui demande à Paris de tout faire et en réalité, c'est d'une faiblesse pour avoir des moyens d'agir vraiment sur ces priorités essentielles. Mais vous avez adressé une lettre à Anne Hidalgo encore le 29 octobre pour lui réclamer à nouveau un référendum sur la création de cette police municipale. Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Non, je n'ai pas de réponse. Madame Hidalgo ne répond pas à mes courriers, ni celui-ci, ni un autre d'ailleurs. Aucun courrier. C'est un problème autre, c'est un problème démocratique et de courtoisie républicaine. Mais ça, nous y reviendrons peut-être plus tard dans les mois et les semaines qui viennent. Mais sur un sujet aussi important que la création d'une police municipale... Pourtant, elle n'était pas hostile à cette idée. Elle était opposée en 2013, parce que je me souviens d'un débat avec elle en disant qu'elle était très clairement contre. Et en 2018, elle a dit qu'elle y réfléchissait. Que ce n'était pas un sujet tabou, mais je pense que le temps de la réflexion est passé. 5 ans, c'est long. Maintenant, il est temps d'agir et d'offrir aux Parisiens plus de tranquillité publique, une vraie lutte contre les incivilités au quotidien et un travail complémentaire pour mettre en œuvre pour la police municipale un vrai travail de répression sur les grands trafics, sur le banditisme, sur la grande délinquance et évidemment, priorité des priorités, la lutte contre le terrorisme où on doit mettre tous les moyens humains pour réussir en lien avec la politique du renseignement dont je parlais tout à l'heure. Alors on est dans un contexte de tension extrême en termes de sécurité et on voit que certains gilets jaunes ne désarment pas et veulent toujours manifester samedi prochain à Paris. Plusieurs figures, dont Priscilla Ludowski, ont tenu une conférence de presse cet après-midi devant un lieu hautement symbolique, la salle du jeu de paume à Versailles. On écoute. L'injustice est aujourd'hui criante. Alors que nous, Français, sombrons dans la détresse économique, nous n'acceptons plus cette situation. Nous vous le disons aussi, nous ne voulons pas vivre de vos aides, nous ne voulons pas vivre au crochet d'un état boulimique qui nous prend toujours plus et nous redonne toujours moins. Vous appelez à manifester samedi? C'est maintenu. C'est maintenu en tous les cas. On lâche rien, tous dans la rue samedi. Est-ce que vous considérez que c'est irresponsable? Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je crois que dans le contexte qui est le nôtre, après en plus les déclarations du président de la République, qui a quand même entendu le message des Français, qui a fait même un mea culpa, qui a fait des annonces très fortes, très concrètes, je pense que la responsabilité, en tout cas collective et individuelle, c'est plutôt de renoncer à les manifester à Paris dans un contexte compliqué en termes de sécurité, après les violences de 4 samedis et après malheureusement les événements de Strasbourg. Après, nous sommes dans un état de droit, il y a une préfecture de police, il y a des autorisations ou pas de manifestation, à chacun d'assumer ses responsabilités. Ce que je crois, c'est qu'il faut savoir dans une démocratie écouter. Il faut savoir reconnaître les difficultés qu'il y a sur le pouvoir d'achat. Il faut y amener des réponses et ces réponses ont été amenées. Et un débat va s'ouvrir. Vous savez, moi je suis très adepte de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France expliquait très bien qu'entre le chaos
et le statu quo, il y avait la voie pour le dialogue, c'est-à-dire pour une démocratie apaisée, où on se respecte, où on se parle, où on décide, où on construit ensemble. Et je crois qu'il faut le faire, et le président de la République l'a compris. Il l'a compris assez récemment, il faut le dire quand même. Mais peut-être l'intérêt du dialogue. Mais c'est vrai, et il a compris les critiques, et il les a entendues. Et donc je pense qu'il faut lui en être reconnaissant. Que n'aurions-nous dit s'il n'avait pas entendu, et qu'il avait fait un discours à côté, et qu'il n'entende pas la colère légitime d'un certain nombre de gilets jaunes et de Français de manière générale. Parce que le pouvoir d'achat pour les retraités, moi je me suis battu, je suis constructif, mais j'étais contre la hausse de la CSG. Parce que je sais que les petits retraités, les retraités aussi de classe moyenne, ont du mal à boucler leur fin de mois, et que cette hausse de la CSG n'était pas la bonne solution. Mais vous n'avez pas été entendu. On n'a pas été entendu, voilà. Mais cette fois nous l'avons été, puisque le président a dit qu'en dessous de 2 000 €, il renonçait à cette hausse de la CSG, et c'est une bonne décision dans l'intérêt général qu'il a prise. Alors samedi dernier, la manifestation parisienne, elle a rassemblé 10 000 personnes. Les forces de l'ordre ont procédé à 1723 interpellations. Est-ce que cette stratégie d'interpellation préventive, c'était la bonne solution? En tout cas, je crois que c'était la seule possible. Les événements qui sont survenus ces différents samedis à Paris sont inacceptables. Toute violence doit être condamnée avec la plus grande fermeté. Il faut bien que la préfecture de police empêche des casseurs, qu'ils soient de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite ou des pilleurs, de pouvoir le faire. Ils n'ont pas pu tout empêcher, mais de manière préventive, ils ont pu empêcher beaucoup de dégâts, car les commerçants, les riverains qui ont été en première ligne sont toujours sous le choc. Il faut s'occuper aussi de celles et ceux qui ont subi ces graves nuisances, ces graves violences. Et donc moi je souhaite qu'ils soient protégés. Et ça me paraît indispensable si l'on veut construire l'apaisement. Cela ne veut pas dire que derrière il n'y a pas des gilets jaunes qui sont pacifistes. Ils le sont dans leur immense majorité. Il ne faut pas d'ailleurs qu'ils puissent être instrumentalisés par ces casseurs, au fond des voyous qui cassent gratuitement, qui pillent des magasins, qui n'ont pas peur d'agresser nos forces de l'ordre. Je voudrais, si vous me le permettez, rendre un hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux services municipaux qui se battent pour notre sécurité, pour notre tranquillité, pour notre protection et qui ont réparé pour les services municipaux tous les dégâts qui ont été commis. C'est important de le dire et de le souligner, ils l'ont fait dans un contexte extrêmement difficile. J'étais moi-même, comme citoyen et député du 18e, avec les pompiers la semaine dernière pour leur rendre hommage à la caserne Carpeaux. C'est quand même important parce qu'ils sont en première ligne et je pense qu'on a besoin d'eux sur d'autres missions que celle de s'occuper malheureusement de violences à Paris. Donc il est important que chacun assume ses responsabilités. Alors pour apaiser cette fièvre, Emmanuel Macron, il a quand même desserré les cordons de la bourse et donc on va crever le plafond fixé par Bruxelles de 3%. Est-ce que c'est grave ou alors finalement ce dogme des 3% peut être secoué? Écoutez, moi je suis pour que dans une démocratie, je disais tout à l'heure, on avance ensemble. Et pour avancer ensemble, il faut dialoguer. Et quand il y a des cristallisations de position, il ne faut pas rester sur son compte à soi. Et c'est bien que le président de la République ait entendu... Il n'y avait pas d'autres bonnes solutions, c'est ça que vous dites ? Non, il n'y avait pas d'autres solutions. Parce que la question du pouvoir d'achat est une question très importante. Beaucoup de nos concitoyens sont en difficulté. Et ce n'est pas depuis 2017. Ça date de nombreuses années. Et ils se plaignent de quoi ? D'une vie qui est chère, singulièrement chère. Chère pour son logement, chère pour ses courses d'alimentation. Et que certains, selon leurs possibilités financières, à partir du 10, du 15 ou du 20 du mois, ne peuvent plus payer. Et beaucoup disent... Et nous en connaissons tous, chacun dans nos familles, dans nos amis, qui ne partent plus en vacances. Et ça, c'est une colère légitime, et il faut l'entendre. Mais il faut y amener des solutions durables. Et donc, le président a renoué le dialogue, il a fait des propositions fortes et concrètes pour redonner du pouvoir d'achat aux retraités moyens, pour redonner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui travaillent et qui gagnent modestement leur vie. Et moi, je suis pour qu'on aille plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Je suis pour que l'on puisse redonner à ces familles la possibilité de pouvoir consommer. Et en même temps, il faut qu'on réforme notre État, il faut qu'on réforme notre système administratif en France pour faire des économies sur les dépenses publiques de fonctionnement. C'est la garantie d'un État mieux géré. S'il est mieux géré et qu'il y a moins de dépenses, ça veut dire qu'on pourra baisser les impôts et les taxes de manière générale, à la fois sur le travail, pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Alors là, Emmanuel Macron, il est arrivé à Bruxelles pour un Conseil européen. Et la question, évidemment, va être débattue. On écoute le président. Je dirais les choix que j'ai faits pour répondre à une colère que j'estime légitime et juste, des choix de véritable accompagnement, des mesures fortes d'accélération, de renforcement, de baisse d'impôts en particulier pour que le travail paye mieux dans notre pays.
Donc colère légitime, il le rappelle, Emmanuel Macron, et ce qui est une façon aussi de dire que le fait de crever le plafond est aussi légitime, est une réponse légitime à cette colère légitime. Oui, il y avait une autre colère qui n'avait absolument rien à voir, et parfois même complètement opposée, en mai 68. Mais Georges Pompidou, accompagné de son conseiller social, Édouard Balladur, de son secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dialogue. Le dialogue avec des forces à l'époque, la CGT, qui était aux mains du Parti communiste français, qui lui-même était quand même proche de l'Union soviétique, et c'était un conflit extrêmement dur. Ils ont trouvé des solutions. Ils ont trouvé des solutions sur le pouvoir d'achat. Ils ont débloqué une situation. Et il faut avoir le courage, la lucidité dans des crises aussi fortes, quand on est sur des positions aussi dures, antagonistes, de trouver des solutions concrètes pour renouer le dialogue et pour montrer qu'on a entendu les difficultés et qu'on amène des solutions concrètes. Et la dégringolade terrible dans les sondages, est-ce que pour vous, tout ça veut dire qu'il va avoir du mal à agir désormais, Emmanuel Macron, que le quinquennat est fini d'une certaine façon? Non, je crois que bien sûr que c'est difficile de gouverner. Il y a probablement, et il y a eu des maladresses et des erreurs. Il y a une nécessité de donner plus aux Français qui triment, ça c'est vrai, et je crois que ça a été compris. Mais vous savez, Jacques Chirac disait, il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Je crois que Emmanuel Macron pourra avoir cette qualité-là aussi, de voir plus loin que les sondages. Alors un mot sur les élections européennes. Jean-Christophe Lagarde, le président du groupe donc UDI Agir Indépendant, donc votre président de groupe, il veut prendre la tête d'une liste UDI aux européennes. Il était l'invité de France 2 ce matin. Et alors lui, il dresse un tableau sans concession de la politique européenne de Macron. On regarde. Il est en échec sur beaucoup de points sur la scène européenne, malheureusement. Et quand il dit qu'il avait réglé le problème du travailleur détaché, ça n'est pas vrai. On en a partout sur nos chantiers. C'est quoi le travailleur détaché? C'est en réalité la concurrence déloyale entre les salariés. Vous avez le même savoir-faire, mais vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas les mêmes charges sociales. Et puis, les alliances, les projets européens qu'il a voulu poser, pour l'instant, ils sont tous en plan. Est-ce que vous estimez, comme lui, comme Jean-Christophe Lagarde, que si on regarde la politique européenne d'Emmanuel Macron, bien le compte n'y est pas? Je suis moins sévère que Jean-Christophe Lagarde. D'abord, je partage la vision européenne du président de la République, et notamment son discours à la Sorbonne, qui était un discours qui donnait le cap, la vision. Le problème, c'est la dislocation de l'Europe. Il y a aujourd'hui une montée des nationalismes et des populismes. Il faut y répondre à la fois à l'échelle européenne et à la fois à notre échelle nationale. Moi, je suis pour qu'on puisse défendre l'idéal européen. Je crois que c'est le bon levier pour agir sur l'urgence climatique, sur le défi migratoire, sur l'harmonisation fiscale et sociale, sur l'Europe de la culture et de l'éducation. Et nous, à Agir, nous travaillons sur des propositions avec Franck Riester, avec Fabienne Keller, le nouveau ministre de la Culture, et puis vient en effet de vos rangs. Vous en êtes fiers, n'est-ce pas? Tout à fait, nous en sommes fiers, et c'est un très bon ministre. Et nous travaillons notamment avec Fabienne Keller, qui connaît bien ces sujets-là, des parlementaires, des élus, des citoyens, un projet. À qui va aller votre loyauté? Parce que Franck Riester, nous construisons d'abord le projet, les idées que nous voulons sur l'Europe, et nous allons voir avec qui nous avons des convergences de vues. On voit mal Franck Riester soutenir autre chose que la liste de la République En Marche. Mais nous avons des convergences de vues, c'est évident, sur l'idéal européen, sur le levier d'action pour résoudre des problèmes. Et moi, je veux me battre pour l'Europe, parce que je sais que la montée des nationalismes et des populismes est un danger pour la France, pour l'Europe, pour toutes celles et tous ceux qui se battent pour une certaine idée de notre avenir et qui se battent pour les libertés. Quand je vois qu'un certain nombre de nationalismes détricotent les libertés de la presse, détricotent l'idée de la séparation des pouvoirs, je dis qu'il y a quand même urgence à être responsable. Alors, à présent, on va parler quand même de ce qui se passe après les européennes, c'est-à-dire les élections municipales, n'est-ce pas? Et vous êtes bien intéressé par cette question, et c'est Nicolas Domnac qui vient nous rejoindre. Bonsoir Anna Cabana. Nicolas Domnac, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est quand même le combat de votre vie, quasiment oui. Paris. On n'allait pas laisser ça comme ça, ou le faire trop rapidement. Alors vous êtes candidat? Pas encore, j'y réfléchis, mais je m'y prépare avec sérieux et avec méthode. Et avec qui? Avec tous les Parisiens que j'ai réunis. J'ai déjà monté 15 groupes de travail sur les sujets de la vie quotidienne, l'attractivité, le rayonnement de Paris, les nouvelles gouvernances aussi. Après une gouvernance très verticale et centralisée, je pense qu'on a besoin de réinventer la fonction de maire de Paris. J'ai plus de 200 personnes issues de la société civile qui travaillent aujourd'hui avec moi à un projet. Et puis j'étais dans le 12e arrondissement la semaine dernière, la semaine précédente dans le 14e, dans le 11e, dans le 20e. Je me bats avec les Parisiens, par exemple, contre les projets de densification de la ville de Madame Hidalgo. Et je vois que j'ai des élus LR, des élus centristes, des marcheurs, des modérés. Ils ont été réunis par Laurent Wauquiez et qui leur a donné une seule recommandation absolue, pas
de candidat qui n'ait l'étiquette LR. Ça vous exclut? Et ils ont répondu dans une majorité qui n'était pas d'accord avec lui et qu'ils pensaient que ma démarche était une bonne démarche. Ça, c'est les affaires de LR. Moi, je ne suis pas LR. Depuis 2017. Oui, mais je travaille très bien avec des élus qui sont des élus de terrain, qui connaissent Paris, qui ont un engagement pour Paris, qui sont des élus locaux dans les arrondissements et qui veulent converger autour d'un projet qui permette l'alternative utile à Madame Hidalgo. Mais quand je reçois le soutien de Max Guazzini, qui était dans le comité de soutien d'Anne Hidalgo en 2014, qui a beaucoup travaillé aux côtés de Bertrand Delanoë, je ne demande pas à ce qu'il soit de gauche ou de droite. Lorsque je travaille avec des élus UDI, du MoDem, des marcheurs, je ne demande pas à ce qu'ils deviennent agir. Je veux construire une offre politique inédite à Paris, de rassemblement large. Je veux construire un projet pour cette ville et pour rien d'autre. Et que je pense qu'il ne faut pas que le gouvernement des partis vienne se mêler de Paris. Nous sommes assez grands, nous Parisiens, dans notre diversité, pour choisir notre destin. Et moi, ce que je veux porter, c'est cette liberté de ton, cette indépendance d'esprit, parce qu'au fond, ce n'est pas un parti qui va gouverner Paris, mais c'est plutôt un état d'esprit, et c'est un projet et des solutions immédiatement opérationnelles. Vous croyez que les macronistes vous laisseront comme ça, gambader librement, rassembler, faire vos affaires, alors qu'ils vont avoir leur candidat? Ils sont nombreux d'ailleurs, voilà. Les candidats macronistes à ce stade. Ils sont trop nombreux. Moi, je parle plutôt de ce que je veux construire. J'ai une légitimité locale. Je suis un habitant et un élu du 18e depuis 10 ans. J'ai mené une opposition constructive. J'ai voté beaucoup de projets de Bertrand Delanoë parce que c'était un maire créatif. Vélib, Autolib, le tramway. Je peux voter des projets de Madame Hidalgo car je ne suis pas sectaire, mais je trouve que dans sa gestion... Elle a des projets créatifs quand même. Parfois, oui, mais je trouve que sa méthode de travail n'est pas la bonne. Trop de centralisation, trop de décisions seules qui... permettent pas, parfois aux bons objectifs qu'elle a, d'assurer l'efficacité de ses politiques publiques. Pour moi, une idée, elle est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle est bonne, on doit être efficace dans sa mise en œuvre. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. Ni en termes de propreté, ni en termes de sécurité, ni en termes de nouvelle mobilité. Elle a même déconstruit les réussites de son prédécesseur, Vélib ou Autolib. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire pour Paris. 2020 ne doit pas être une revanche de la droite contre la gauche, du national contre le local, d'un parti contre un autre, mais l'occasion de garder ce qui a été fait de bien et de changer ce qui a dysfonctionné dans un esprit non partisan, dans une offre politique parisienne inédite et concrète. Gaspard Ganser, l'ancien conseiller communication de François Hollande, il est aussi non partisan. Hein. Eh bien, c'est très bien. Je note que nous avons des convergences de vues. C'est pour ça, et qu'il a repris un certain nombre d'idées que j'avais pu porter dans le passé. Vous pourriez travailler ensemble? Mais tout à fait. Je trouve qu'il faut savoir additionner les forces et les talents pour Paris. Ce qui compte, c'est l'intérêt de Paris. C'est pas autre chose. Vous ne voulez pas supprimer le périphérique comme lui? Non, mais par contre, recouvrir le périphérique. Mais peut-être que dans un certain nombre de décennies, on supprimera le périphérique, mais l'heure est plutôt à le couvrir, à embellir ces quartiers, les portes de Paris, et amener des projets, par exemple, d'innovation, d'emploi, des grands espaces verts, parce que je crois qu'on a besoin de respirer à Paris dans une ville très dense, et on a aussi besoin de créer de nouveaux lieux culturels, et je pense notamment à des ateliers d'artistes, comme Berlin a pu le faire, pour permettre à Paris d'être une grande capitale qui avance, qui innove, et qui soit en capacité d'attirer les meilleurs talents du monde. Eh bien, à présent, on arrive à une séquence qu'on aime bien dans cette émission. On est allé vous chercher sur la toile. Et on a retrouvé un tweet que vous avez publié le 27 mars 2017 dans lequel vous rendez hommage à Jacques Chirac, qui remportait la mairie de Paris 40 ans plus tôt, donc en mars 1977. Donc on le voit là, votre tweet. Donc Chirac, c'est le bon corrézien qui sommeille en vous, qui fait que Chirac reste un modèle? Alors je suis né dans le Cantal, à Rions-Montagne, mais j'ai vécu toute mon adolescence et mon enfance en Corrèze. Alors je suis attaché à Jacques Chirac, à sa personnalité, je suis attaché à son humanisme. Je crois que le message qu'il a su délivrer dans sa vie politique est un message fort, même si je ne suis pas toujours d'accord avec son bilan, mais tout bilan est critiquable. Mais disons qu'on est fier de Jacques Chirac lorsqu'il dit non à George Bush et non à la guerre d'Irak. Je suis attaché aussi à sa sensibilité, à la diversité de la culture et la diversité de la création, à la diversité des cultures du monde. Voilà, c'est un message d'humanisme, Jacques Chirac. Et je connais un autre Corrézien qui est François Hollande, vous savez, parce que ça a été mon député. Et, vous l'aimez un peu moins ou... Je suis plus en désaccord politique, mais je lui reconnais des qualités et des qualités personnelles. Je suis allé le voir d'ailleurs depuis qu'il n'est plus président dans ses bureaux de rue de Rivoli. Vous savez, nous les Corréziens... Pour le plaisir déjà, et pour l'échange, c'est un homme de qualité. Et vous savez, nous les Corréziens, nous sommes des gens modérés et nous pensons que c'est plutôt dans la modération que la France trouvera sa voie. Eh bien, vous allez découvrir notre boîte avant de nous quitter. Piocher une question, voilà. J'espère que c'est pas un bulletin Hidalgo qui va sortir. Question courte, réponse courte. Passion ou raison?
Ça dépend sur quel plan. Moi, voilà. Alors, comme je suis modéré et que je suis très central, je suis à la fois la passion et la raison. La passion dans ma vie personnelle et la raison dans ma vie publique. D'accord. Il n'y a pas de passion dans votre vie publique? Il y a la passion de l'engagement. Mais pour gouverner bien, il faut surtout avoir de la raison, mais il faut avoir la passion de l'engagement, oui. Je crois qu'on commence par la passion. Parce que on l'a ou on l'a pas. Et au fond de moi j'ai de la passion de l'engagement parce que j'ai le goût de l'histoire, l'amour de mon pays, l'amour de ma ville. Je suis attaché à la beauté de Paris. Cette ville m'a donné ma liberté. Mais simplement, après, il faut gouverner avec raison aussi. Eh bien, merci Pierre-Yves Bournazel. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la conversation avec nos décrypteurs, le sociologue Gérald Bronner et l'écrivain Jean-Paul Enthoven. À tout de suite.